Salut à tous et à toutes et bienvenue dans Forum Ado, votre émission qui donne la parole à la jeunesse. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance, à regarder ce programme, à envoyer vos avis, à critiquer ce qui se dit et ce qui se fait en ce lieu et nous vous disons un grand merci. Aujourd'hui, nous sommes avec des invités qui sont très chers à cette émission puisque ce sont des regards qui nous sont déjà familiers. Nous parlerons ensemble avec eux justement de vie estudiantine, nous parlerons de l'Union nationale des étudiants du Gabon, cette institution qui porte très haut la voix des étudiants. Et pour en parler, j'ai à ma gauche M. Pedro Alu, que je m'en vais dire bonjour. Bonsoir Marvin. Vous allez bien, M. Pedro Alu? Je vais très bien. Alors vous êtes secrétaire général de l'UNEG, l'Union nationale des étudiants du Gabon. Déjà, merci de nous accorder cette tribune. Comme vous l'aviez dit, je suis le secrétaire général de l'Union nationale des étudiants du Gabon, qui est cette plateforme qui fédère toutes les mutuelles estudiantines et associations de notre pays. Ok. Voilà. Ok. Et vous êtes étudiant en master, vous faites de la sociologie politique. Tout à fait. Ça se passe bien? Ça se passe très bien. C'est bien compris. Alors face à vous, nous avons madame, on va dire, Karina Ngolé. Elle est tout aussi étudiante en fin de cycle. Elle est en train de clôturer sa vie universitaire. Karina, bonjour. Bonjour Marvin Noah, président du mouvement étudiant conscient et affilié à la plateforme panafricaine de PAGPIA, en même temps au mouvement national lancé Le Paris. Un mouvement très solide au niveau de l'université Omar Bongo. Non, il est national. Il n'est pas qu'universitaire, il englobe tous les mouvements de jeunesse. C'est beaucoup plus au niveau de l'université justement qui se fait entendre. Non. Le mouvement étudiant conscient, c'est pour l'université Omar Bongo et tous les étudiants du Gabon. Mais le Paris, c'est tout ce qu'on entend par jeunesse. Okay. Tous les mouvements jeunesse, nous leur invitons. Désormais, nous allons un peu parler nous-mêmes et pour nous-mêmes. C'est bien compris. Nous sommes également avec la charmante Chansia Muboga Marielle. Bonjour. Et si vous vous présentez à nos téléspectateurs, s'il vous plaît. Oui, moi c'est Chansia Muboga, étudiante en droit des affaires. Donc je suis sur le plateau du Forum Ado encore. Merci d'être avec nous, Chansia. Alors je vais aller tout de suite vers Monsieur Pedro Alu. Lorsqu'on parle d'étudiants au Gabon, quelle est la situation actuelle de l'étudiant gabonais? Bon, écoutez, l'étudiant gabonais aujourd'hui est dans une situation assez particulière car le monde de l'enseignement est frappé par la pandémie, une pandémie sans précédent. Donc du coup, il faut comprendre que tous les secteurs sont un peu ralentis. Mais qu'à cela ne tienne, les choses se passent de mieux en mieux. Nous estimons que les étudiants et tout le personnel d'encadrement pourront mettre en place des systèmes nécessaires pour sortir de la situation. Voilà, maintenant, s'agissant de l'avancement des activités au sein de nos établissements d'enseignement supérieur, vous pouvez comprendre qu'il y a eu un protocole de reprise qui a été pris par le ministère de tutelle, qui prévoyait quand même une certaine rapidité au niveau de l'effectivité des activités. Ça signifie qu'en principe, en janvier, on devrait démarrer la nouvelle année académique, notamment l'année 2020-2021. Donc actuellement, au moment où je vous parle, les salles sont pleines, les étudiants apprennent. La question reste de savoir si cela se fait dans de bonnes conditions. Merci bien. On va peut-être prendre l'avis de celle qui préside ou justement celle qui anime ce mouvement conscient. Est-ce que vous êtes de même avis? Quelle est la situation actuelle? Non, je ne suis pas de même avis. Avant la pandémie, l'étudiant était déjà gabonais, pour ne pas parler simplement de l'étudiant, l'apprenant gabonais, était le laissé pour compte, l'indigné de la société. Je vais m'expliquer. Avant la venue de la pandémie, à l'université Omar Bongo, il n'y avait plus de droit de résidence pour les étudiants. Il n'y avait plus, la restauration pour les étudiants. La bibliothèque vestue, on avait parlé d'augmentation des frais d'écolage. Avec, à l'époque, à la tête de l'UNEG, Dev Isanga Adjira et Gomfredi, on avait posé des requêtes. On a même écrit à la Cour constitutionnelle pour demander à ce qu'il n'y ait pas validation d'augmentation des frais d'écolage. Mais ce même système et ce gouvernement nous avait dit que les frais d'écolage étaient égaux à l'autonomisation des universités et amélioration des conditions d'étudiants. On a perdu tous les acquis pour lesquels nous nous sommes battus. Aujourd'hui, ils avaient dit qu'ils devaient poser, mais ils devaient réhabiliter certaines salles des préfabriqués et poser d'autres salles et commencer la construction de d'autres universités ou l'élargissement. Malheureusement, on n'a rien vu de tout cela. Donc, on ne va pas accuser la pandémie. L'étudiant a été toujours délaissé. On a même réécrit après pour dire qu'il y a eu augmentation des frais d'écolage ou
est finalement les travaux du Wi-Fi, la bibliothèque numérique, la bibliothèque physique, tout le reste. On n'a pas eu de retour. Aujourd'hui, on parle de 2020, 2021, mais on n'a pas consommé l'année dernière, on n'a même pas encore fini dans certains départements. Et on nous demande de solder une année qu'on n'a pas consommée. On a des années académiques qui tirent long, on ne sait pas quand est-ce ça commence, quand est-ce ça se termine, et ça, rien ne se porte. On va mettre ça sur le Covid. Ok, quelles mesures qui ont été prises? On suspend la bourse aux étudiants pendant que les étudiants continuent d'apprendre. On parle d'une bourse d'études. On donne la bourse. Bon, je sais même pas. Une bourse d'études pour les études, ça une bourse des études pour les études. Que si on est à la maison, on n'a pas droit à cette bourse. Mais on n'est pas à la maison, Marvin Noah. Ils ont développé. Non, mais les cours reprennent il y a quelques temps, nous disait le secrétaire général. Malheureusement, dans certains départements, nous qui sommes par exemple à la fin du cycle, ils avaient préconisé l'étude à distance. Mais Marvin, on a suspendu la bourse, on est venu sur ce même plateau parler au moment où on continuait à apprendre. Oui, pour des raisons justement qui avaient été lancées. Parce que l'ancien DG... on a fait une émission là-dessus. Oui, l'ancien DG Lehmann avait dit qu'il était pour, vérifier qui était inscrit et pas, il devait reconduire, il n'a jamais fait. On a écrit, il ne nous a jamais reçu d'ailleurs. Il ne l'a jamais fait. Il a été fait un travail là-dessus. Le fichier avait été revu. Il avait dit qu'il devait publier le fichier et il devait recontacter les mouvements des étudiants pour discuter et tout ça, on n'a jamais fait. Et jusqu'à aujourd'hui, la suspension continue. On demande de solder l'année. La suspension n'est pas tombée, monsieur le secrétaire général de l'UNEG? Suspension de bourse relative justement à la situation qui prévalait il y a quelques temps. Actuellement, en principe, ce qu'il faut reconnaître, s'agissant de la question de savoir quelle est la situation de l'étudiant à l'heure actuelle. Je préfère revenir dessus parce qu'il y a peut-être eu des malentendus. C'est une interrogation, on vous laissera le temps de continuer. On va aller d'abord avec Chancia Marielle, puisque entre autres, nous parlerons de la mobilité justement des étudiants sur le plan international. On se rend compte qu'ils sont de plus en plus jeunes à quitter le pays, à partir de l'extérieur pour étudier. Chancia Marielle, qu'est-ce que ça vous évoque cette situation ? Déjà, certains étudiants quittent le pays pour plusieurs facteurs. D'accord. Okay. Il y a certains étudiants qui quittent le pays parce qu'ils sont à la quête d'une meilleure vie estudiantine, de meilleurs cours, l'enseignement. Et on a d'autres qui quittent le pays parce que ça peut être un rêve, les parents veulent que les enfants aillent apprendre ailleurs. C'est vraiment plusieurs raisons qui poussent certains étudiants à aller apprendre ailleurs. Donc, c'est bien compris. Restons d'abord sur ce sujet. Mademoiselle Karina Ngolé, ils sont de plus en plus nombreux à partir étudier à l'extérieur pour plusieurs raisons. Des raisons personnelles, pour des raisons d'accomplissement des rêves personnels, j'ai envie de dire. Mais ce qui est peut-être dangereux, est-ce qu'il y en a qui y vont parce que justement le système éducatif local ne répond pas à leurs besoins? D'abord, on va d'abord se dire qu'aller à l'étranger, d'abord, n'est pas quelque chose de mauvais. C'est pas du quelque chose de mauvais. Aller à l'étranger, c'est même très bien. Mais pourquoi, en fait, ils partent à l'étranger? Premièrement, je parle par rapport à moi et pourquoi j'ai envie d'aller à l'étranger. Je veux aller à l'étranger, pourquoi? Parce que, exemple, être étudiant sportif, c'est être un étudiant, c'en est différent des autres. Parce que si on a une compétition internationale, ou pour représenter le pays, on va faire avec nos examens plus à l'avance que les autres et partir. Mais ici, c'est un peu différent quand en fait, quand tu veux faire le sport et aussi au niveau professionnel, c'est impossible. Tu dois choisir l'un ou l'autre. Mais à l'étranger, c'est différent parce que je peux faire école, sport en même temps. Participer à faire ce que je veux, c'est devenir docteur. Je veux devenir docteur. Et si je veux aussi devenir sportif, je peux le faire. Mais ici, c'est quand même compliqué. C'est pas possible parce que j'ai mon frère qui est très très bon au basket. Et quand il a commencé à l'université, parce que d'abord il a quand même passé du temps ici avant de continuer, il a dû arrêter le basket. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas choisir les deux. Il n'avait pas le temps de travailler, pas le temps de s'entraîner, pas le temps de faire quelque chose. Et c'est vraiment compliqué pour lui. Pourtant, il aime le basket, c'est son sport préféré. Vraiment, il rêve d'être un basketteur professionnel, mais il ne peut pas. Pourquoi? Parce que ils n'intègrent pas le sport à l'université ou dans l'école en général. Et donc, en fait, quand je remarquais le pays où je vais aller après le bac, en fait, dans ce pays-là, je peux faire école, sport. Ici, un peu au Gabon, c'est juste
école foot, c'est vraiment le foot qui est un peu mis en avant, et école sport en général, c'est vraiment impossible. Parce que le pays que je veux y aller, en fait, je peux faire l'école sport. Exemple, si exemple j'ai maths de 2 heures, après j'ai sport que je veux, après j'ai le sport que j'ai. En fait, il y a des clubs de l'université vraiment de sport, il y a tout type de clubs, et vraiment. Et on peut faire les deux en fait. Vous pouvez sortir les deux, il n'y a jamais de problème, jamais de interférence dans les deux. On ne va pas à l'école pour rester. On va à l'école pour servir son État, apporter sa touche. Okay. Mais lorsque votre État ne vous sert plus rien, ne vous donne plus le droit de rêver, le droit d'espérer, le droit de vous intégrer, la fuite en avant, la fuite du cerveau est la solution. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle, on parle d'exil politique, d'exil, c'est l'exil intellectuel pour un bien-être. Ces étudiants qui y vont, ils ne vont pas de gaieté de cœur. Lorsque vous allez faire vos études et vous rentrez, il y en a qui reviennent même. Oui. Ils veulent commencer à travailler, malheureusement, rien ne leur a servi. Il y a des blocages, il faut avoir un grand nom, il faut militer à ceci, il faut faire cela. Et il faut reconnaître que dans notre pays, il n'y a pas la culture du mérite et de la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut toujours des pratiques segmentaires aujourd'hui qui poussent à la fuite de cerveau. Certains pensent que je préfère aller travailler ailleurs, peut-être que là-bas je serai en paix. Et on parle en termes de liberté. Ce mot qui est très cher à notre constitution, mais qui n'est que sur papier, malheureusement aujourd'hui. En tout cas, vous serez interpellé à chacune de vos prises de parole de pouvoir nous donner des exemples parce que vous dites des choses qui ne sont pas directement, j'ai envie de dire, liées au factuel. Quand vous disiez tout à l'heure que le pays qui est le nôtre, l'organisation, elle est faite de sorte que la méritocratie ne soit pas au rendez-vous. Les bourses, par exemple, lorsqu'on les attribue, c'est le mérite qui est au rendez-vous. Je crois qu'on dit 12 de moyenne au bac, vous avez droit à la bourse. Quoi qu'il en soit, on en reviendra. Le temps nous est donné. Monsieur Pedro Alu, je vous voyais réagir. Ok, d'accord. Bon, s'agissant de la mobilité estudiantine internationale à l'heure actuelle, il faut reconnaître que c'est un phénomène qui est à observer avec beaucoup de lucidité. Il ne touche pas que le Gabon. C'est très clair. C'est un phénomène planétaire. Les étudiants américains partent de leur pays pour étudier en Afrique du Sud. Les meilleures universités d'Afrique sont en Afrique du Sud. Mais les gens sud-africains partent de leur pays pour d'autres pays en Afrique et poursuivent leurs études. Donc il y a des facteurs répulsifs, il y a des facteurs attractifs. Ça signifie que dans notre pays, certains facteurs peuvent faire en sorte que l'étudiant décide de poursuivre ses études à l'étranger. Okay. Comme par exemple lesquels? Nous pouvons peut-être dire que les conditions ne sont pas favorables. Je vous prends le cas de la plus grande université du pays, l'université Omar Bongo, qui en principe offre 12 000 places. Et vous pouvez voir l'effectif de l'université à l'heure actuelle qui culmine à près de 40 000 étudiants. Sinon, pour être précis, 39 000 et quelques. Vous comprenez que 39 000 étudiants dans une université qui offre 12 000 places, la question des effectifs est mise en évidence. Par voie de conséquence, certains parents préfèrent envoyer leurs enfants à l'étranger et y poursuivre des études. Mais cela ne signifie pas toujours que tous ceux qui sortent ils vont parce que les conditions ne sont pas favorables au Gabon. Ah oui. C'est comme la jeune dame l'a si bien dit, il y a des facteurs qui attirent d'autres individus, donc les facteurs attractifs. Elle estime par exemple que si je poursuis mes études en France, avec un master, je peux y travailler parce que le niveau de rémunération est quand même beaucoup plus favorable et voici, je peux gagner ma vie tranquillement. Donc, cette personne-là va désormais mener des démarches pour aller en France. Mais la question qui nous intéresse ici aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi les jeunes Gabonais, si je me rappelle bien, pourquoi les jeunes Gabonais sortent de plus en plus et à un âge qui n'est pas vraiment très avancé. Parce qu'on remarque aujourd'hui beaucoup plus de bacheliers dans la tranche d'âge de 18 à 25 ans maximum, 18 à 25 ans. Et qui décident... Encore un peu plus jeune, 16 ans, 17 ans, on gagne le bac aujourd'hui. Le plus jeune étudiant à quel âge déjà, Karina? 15 ans, je crois. 15 ans, voilà. Donc, il sort. Et il sort. Voilà. Donc, c'est un peu cette situation. Au début, nous avons commencé à parler de la situation de l'étudiant. Okay. En principe, s'il était question de dire quelle est la situation de l'enseignement supérieur dans notre pays, actuellement, l'enseignement supérieur est dans une situation très défavorable. Depuis fort longtemps, je le dis bien. Nous sommes en 2020. Naturellement, on devrait fêter le cinquantenaire de l'Université du Gabon. Mais lorsqu'on se projette à faire une fête, on dit bon, il y a un bilan à faire, et une actualité à mettre en évidence, il y a des perspectives à donner.
quel est le bilan de l'université gabonaise depuis 50 ans? Regardez simplement, vous constatez que nous n'avons pas beaucoup évolué. Quand bien même certaines victoires contingentes sont engrangées, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que la situation actuelle est très défavorable. Donc, l'étudiant gabonais, aujourd'hui, peut citer, peut énumérer des manquements en un point fini. Okay. Vous comprenez? Donc, une question est de dire quelle est la situation de l'étudiant à l'heure actuelle, puisque nous sommes en période de pandémie, en période de Covid. Naturellement, on a envie de savoir si l'étudiant fait cours, si vraiment la reprise a été effective. C'est pourquoi je vous dis la reprise a bel et bien été effective. Les étudiants apprennent, ils vont à l'école. Mais est-ce que cela se fait dans de bonnes conditions? Est-ce qu'il y a eu des aménagements nécessaires pour permettre à ceux-là d'apprendre en toute quiétude, en toute sécurité? C'est là la question. C'est là la question. Donc, essayez simplement de visiter nos établissements d'enseignement supérieur et voir si les mesures barrières sont respectées. Rien que les préliminaires hygiéniques, est-ce qu'elles sont mises en évidence? Est-ce qu'elles sont respectées? C'est une question, M. Marvin. Je vais vous l'accorder, nous y répondrons plus loin dans cette émission. On va continuer d'abord avec Chancia Marielle Mboga. On parlait tout à l'heure de mobilité justement estudiantine. On le disait, ils sont de plus en plus jeunes, à 16 ans, à 17 ans. Est-ce que vous pensez qu'à ces âges-là, on est suffisamment mature pour affronter l'extérieur, loin de l'autorité parentale? On n'a pas toujours une vue juste sur la faculté, sur l'université en général. Est-ce que ça ne présente pas un risque? Déjà de base, j'aimerais dire quelque chose sur ce que le jeune homme vient de dire. Monsieur Pedro Alu? Oui, quand il parle de vie estudiantine, il parle de l'UOB seulement. Je m'en rends compte depuis qu'il parle. Il dit ouais, mais la vie à l'UOB, la vie à l'université. L'étudiant, ce n'est pas seulement celui qui apprend à l'UOB. D'abord, l'étudiant, c'est celui qui fait des études supérieures après le bac. Donc, disons, même dans des écoles privées ou etc. Donc, que la vie à l'université soit... Je vais pas dire ce mot-là. Bon, bref, que la vie à l'université ne soit pas comme on veut, ne veut pas dire que la vie estudiantine en général soit médiocre, déjà de base. Ensuite, pour revenir aux étudiants très jeunes qui sortent du pays, moi je pense qu'à 16 ans, on n'est pas assez mature pour aller loin de ses parents. 15 ans encore moins. À 16 ans, on vient d'avoir le bac, on se dit que oui, le bac c'est le début de tout, c'est le début de la vie, on est grand et tout. Et après, on arrive à se connaître facilement. Parce qu'un enfant de 16 ans, dans un pays qu'il ne connaît pas, entouré de gens qu'il ne connaît pas, je pense pas que vraiment, hein, comme on dit, il y a des exceptions à la règle, mais je pense pas que cet enfant-là ira juste pour faire ses études, dans ses études, et puis que ça ne va pas lui causer des problèmes. Je pense pas, non. Et généralement, le premier diplôme dans ces conditions-là, on l'a vu quelquefois, des personnes qui partent pour étudier et qui, premièrement, ramènent d'abord des grossesses. Pour d'autres, ils peuvent prétendre être en classe, loin des parents, de toutes les façons. Marvin. Pardon, Chancia? Marvin, on peut attraper une grossesse n'importe où. Je ne t'ai pas saisi. On peut attraper une grossesse n'importe où. Oui, mais pas Voilà. lorsqu'on part pour étudier. C'est pas qu'à l'étranger. Même sur place. C'est pas qu'à l'étranger. Pedro Alou, on vous écoute. Ben, écoutez, j'ai bien saisi le propos de la jeune dame. Ok. Ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'ici, dans mes paroles, je ne suis pas en train de circonscrire l'étudiant gabonais à celui de l'université Omar Bongo. J'ai dit, prenons le cas particulier de l'université Omar Bongo. Mais si on essaie un peu de faire une rétrospective, on s'aperçoit que la première université de notre pays, effectivement, celle qui est devenue aujourd'hui l'université Omar Bongo, c'était l'université nationale du Gabon. Okay. Toutes les autres écoles supérieures, la publique, étaient concentrées au sein de l'université Omar Bongo, vous voyez. Mais il y a eu une certaine déconcentration. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la première université, qui est déjà l'université Omar Bongo, regorge le plus grand nombre d'étudiants du pays. C'est incontestable. C'est un fait. C'est incontestable. C'est une Donc, université, lorsque nous voulons jauger, en principe, la situation de l'étudiant gabonais, nous n'allons pas seulement nous attarder sur la situation des établissements d'enseignement supérieur où tout est quand même bien, où tout est quand même mieux. Il faut revenir quelquefois sur les
accablant que nous enregistrons dans nos universités publiques. Ça peut être à l'université Omar Bongo, ça peut être à l'Institut national des sciences de gestion, ça peut être à l'Institut universitaire des sciences de l'organisation, ça peut être au CUS. Vous voyez? Oui, voilà. je vous comprends parfaitement, mais Karina, on a quand même cette impression, Karina, si tu me permets, que l'univers ou l'environnement estudiantin qui est le nôtre est un peu mieux organisé au niveau du privé qu'au public. C'est peut-être pour ça qu'on met un accent tout aussi particulier sur l'université. Le fait de piloter la société civile, particulièrement l'aspect estudiantine, je suis là-dessus avec l'ONG UDICAF, je dirais non. Ok. Pourquoi? J'aimerais d'abord répondre à Chantia pour dire un État, on évalue un État sur la méritocratie de ses enseignements. Ils sont rendus sur la base des institutions publiques. Nous sommes dans un État. Donc, qui dit l'État, qui dit la chose publique. Donc, l'échantillon le plus palpable, c'est à l'université Omar Bongo, c'est à l'université de la santé, à Ovendo, c'est à l'université scientifique de Foncéville. Donc, que tu sois à l'université de mer de Ovendo, de UAS, c'est pas, l'échantillon n'est pas vraiment palpable. Okay. Et vous allez voir la plupart de les enseignants qu'ils ont, ce sont les enseignants qu'ils prennent chez eux en vacataire. Les enseignants des universités publiques qui vont les dispenser les cours là-bas. Donc c'est pour dire que comment ils vont ces étudiants? C'est ces étudiants qui causent justement des problèmes au niveau des bourses et stages. On est inscrit à l'université Omar Bongo pour ponctionner la bourse, pour solder l'année académique dans les écoles. Marvin, on a eu la vague des étudiants de l'ISI on a longuement bataillé avec l'ONG UDICAF, que je salue au passage, le président Geoffroy Fumboula, un infatigable. Ils sont partis s'inscrire à l'ISI. Ils ont demandé à être orientés là-bas et que l'État devait ponctionner. L'État a payé une partie et après l'État n'a plus soldé. On a vu que ces étudiants-là sont retrouvés comme ça, toute une cuvée. Beaucoup d'autres ont eu la lucidité de faire le concours de l'ENS, de revenir à l'UOB. Donc c'est pour dire que ce n'est pas l'amour rose là-bas. Dans les écoles, on connaît tellement de problèmes. D'autres qui n'arrivent pas à solder, d'autres qui continuent à apprendre, mais vers la fin, on leur dit vous n'avez pas soldé, vous ne prenez pas. On a des universités aujourd'hui qu'on voit qui donnent des cours en ligne. Avec quel procédé de connexion au Gabon aujourd'hui? Avec quelle méthode? Comment ça se passe? Ils font des évaluations en ligne et tout le reste. On a un problème de formation. Donc c'est pour dire que l'échantillonnage actuel de la formation, lorsqu'on met en place les politiques publiques d'un État, on pense aux universités publiques. Et c'est bien clair et c'est bien compris. Donc, pour parler de jeunes qui vont à l'étranger, il y a un danger, Marvin. Mais est-ce que notre État met en place des politiques publiques axées sur aujourd'hui l'échantillonnage? Aujourd'hui, on peut parler de ce côté, on va tirer le chapeau au Gabon. On a de plus en plus des enfants qui obtiennent le bac très tôt. On a des enfants très tôt qui s'intéressent à l'école. Mais est-ce qu'on met des politiques d'encadrement? Moi, je veux prendre le cas, j'étais en discussion avec un leader de Foncéville. Moi, j'ai ma propre petite soeur qui a eu le bac à 16 ans, Guilera. Elle va à l'université de Foncéville. Voyez-vous, elle est, comment on appelle, campus universitaire. Elle est facaire. Il y a le bizutage. Il n'y a pas de police universitaire qui sont là pour sécuriser cet enfant. L'enfant est théorisé. L'enfant ne veut pas aller à l'école. Pas parce que l'enfant ne veut pas aller à l'école. Il y a le bizutage extrême. Il y a des mesures qui sont là. L'enfant est comme traumatisé parce que l'enfant de 16 ans est habitué à son confort familial. Alors, quand l'enfant va au lycée, nous tous on le sait, au lycée, au collège, il y a une certaine sécurité. On sait que si Marvin déborde sur un certain comportement avec moi, j'irai voir Pedro, qui est le surveillant des zones, il va interpeller Marvin une fois. Et si Marvin continue, j'irai voir encore Pedro qui va faire convoquer Marvin chez le censeur. Il y a cette peur de l'autorité. Mais à l'université, une fois on arrive, nous tous on a constaté cela, il n'y a plus la peur de l'autorité. Chacun fait ce qu'il veut. Alors l'enfant reste à la maison ou pas? Les parents cherchent l'université. On envoie soit au Togo, au Sénégal, au Bénin ou en France, là où on estime que bon, il y aura quand même une certaine, là où il y a des polices un peu de sécurité universitaire. C'est pas de gaieté de cœur que les parents acceptent que leurs enfants y aillent. C'est pour dire ici que nos gouvernants
Nous interpellons le ministre de l'Enseignement supérieur pour penser à des polices universitaires, de sécuriser les étudiants. On a maintes fois parlé de ça sur ce plateau. Sécuriser les étudiants, ce n'est pas violer les franchises universitaires. On voit qu'ils sont là, ces corps habillés. On prend le cas de l'université Omar Bongo, ils ne font pas rien. Ils ne font pas rien. On braque les étudiants qui font cours jusqu'à une certaine heure au préfabriqué. Moi-même, on assisté à cela. L'université, Karina, l'université et ses réalités. Alors, nous sommes avec monsieur Pedro Alu, nous le disons, il est secrétaire général de l'Union nationale des étudiants du Gabon. J'ai envie de vous demander déjà, quelles sont vos missions très rapidement, hein? Bon, voilà, il faut déjà reconnaître que l'UNEG est cette plateforme qui regroupe en son sein toutes les mutuelles estudiantines et les associations. Son rôle est principalement de défendre les droits des étudiants gabonais, du moins œuvrer pour l'amélioration des conditions d'études de nos apprenants au Gabon, surtout au niveau du supérieur. Même s'il y a une collaboration qui est désormais exercée avec les organisations qui sont compétentes au domaine du secondaire, telles que l'association des coopératives d'école, donc là, ceux que vous connaissez. Donc voilà, l'UNEG sert d'interface entre les instances de tutelle et les étudiants, même si dans son fonctionnement interne, elle met en évidence un principe de subsidiarité qui voudrait que la responsabilité puisse revenir à la plus petite entité compétente dans un domaine bien déterminé. Ça signifie quoi? Chaque mutuelle reste autonome. Vous voyez, s'il y a une question bien précise à l'université, s'il y a un problème à l'université, la mutuelle de l'université Omar Bongo, je prends d'abord le cas de l'université Omar Bongo. La mutuelle de l'université Omar Bongo doit s'imprégner de la situation, voir si elle peut résoudre cette question. Et si elle ne peut pas, elle est en droit de saisir l'UNEG. Ainsi de suite pour les autres universités. Mais il y a des questions qui transcendent les établissements particuliers. Je vous prends peut-être le cas de la question des bourses qui touche tout le monde. C'est difficile apparemment d'être au Gabon, de parler avec des étudiants sans parler de bourse. Quasiment impossible. Bon, et c'est vrai, mais aussi il faut reconnaître quelles sont les raisons, quelles sont les fonctions sociales de la bourse. Est-ce que c'est de dire que cette institution, elle est souvent incomprise ou incompétente, j'ai pas envie de le dire, mais pourquoi le jargon justement dans la discussion avec des étudiants, bourse doit toujours ressortir? En principe, ce qu'il faut connaître, c'est que dans la gestion de la chose commune, il faut constamment parler de ce qui ne va pas. Nous ne pouvons pas partir de quelque part pour venir dire ce qui va déjà bien. Si on constate que le système de bourse à l'heure actuelle a une crise, il importe que nous puissions en parler. Donc, la question est de savoir pourquoi nous en parlons constamment. Naturellement, c'est que nous sommes en crise dans le système de redistribution des bourses. Donc déjà, il faut le redire, la bourse est une aide sociale. C'est cet accompagnement qui permet à l'étudiant de bénéficier quand même de certaines facilités lors de son cursus universitaire. Aujourd'hui, nous avons peut-être circonscrit la bourse seulement à l'accompagnement financier. Or, en principe, selon le décret 404, la bourse est un ensemble de matériel, un ensemble de dispositions matérielles et financières. Vous voyez ? Ce qui fait en sorte que, au restaurant universitaire, l'étudiant gabonais doit consommer, c'est dans la bourse. L'étudiant gabonais doit être logé, c'est dans la bourse. La sécurité, c'est dans la bourse. La bibliothèque universitaire, c'est dans la bourse. Donc, toutes ces facilités qui alimentent la vie étudiante, elles sont comprises dans la bourse. Et la jeune dame Karina Ngoulet, elle aborde une question importante, c'est la sécurité dans nos établissements d'enseignement supérieur. Comment bien apprendre si nous ne sommes pas dans des conditions de sécurité quand même optimales? Comment apprendre avec un couteau dans le dos? Vous comprenez qu'il importe désormais que tout ce qui avait été mis en place, non seulement au niveau des États généraux, faisant en sorte qu'il puisse avoir des cellules dans des universités, cellules que nous allons dénommer police universitaire, puissent être appliquées. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a des commissions qui sont mises en place avec le secrétaire général, notamment avec le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, sur le statut de l'étudiant. Donc là, nous sommes en train de refonder en principe la vie étudiante dans la forme. Vous voyez? Donc il y a des propositions qui sont faites. Et au sortir de là, notre plus grand souhait est que ces propositions, ces décisions, ces résolutions soient implémentées. C'est ça. Parce que la jeune dame parlait des politiques publiques. Effectivement, il faut prendre des politiques publiques adéquates dans le monde de l'enseignement supérieur. La question des universités au Gabon, qu'est-ce qu'elle demande aujourd'hui? C'est qu'on puisse désengorger les universités saturées. Désengorger, construire d'autres bassins universitaires. Ça s'impose. Ne pas vouloir en parler, c'est faire la politique de l'autruche. Ça signifie voir un danger et dire, bon voilà, ça
ça ne nous inquiète pas. Okay. Vous comprenez? Donc voici des questions impératives et nous allons toujours en parler. Construire des universités, améliorer le système de distribution des bourses, que ce soit les gens qui sont au Gabon, que ce soit ceux qui sont à l'étranger. Donc toute cette fluidité, mettre en place les dispositions nécessaires pour que l'étudiant puisse désormais apprendre à distance. Parce qu'il faut le redire, la pandémie actuelle a montré les failles de notre système éducatif. C'est très clair. Pendant que les autres avançaient, nous étions coincés à la maison, nous ne pouvions pas avancer. Maintenant, il s'impose certaines mesures. L'enseignement à distance devient impératif, ça s'impose à nous. Le temps nous rattrape. Donc il faut mettre déjà un système adéquat, un système acté, un système national qui puisse servir la population estudiantine. C'est très bien. Oui, vous pouvez, Madame Karina Ngolé. Bernanos disait que c'est la fièvre de la jeunesse qui fait bouger le monde. Malheureusement, au Gabon, la jeunesse, elle est sacrifiée. Avant la pandémie, je le dis, aurait dit qui veut l'entendre. Le système éducatif gabonais a été agonisant. Il n'a jamais été au bon fixe. Vous avez la preuve lorsqu'un ministre lance une politique publique, lorsque l'autre vient, il balaye tout et tout. On n'a pas la continuité étatique au Gabon. Aujourd'hui, j'aimerais dire un fait le plus palpable. On parle d'enseignement à distance. Vous partez dans les pays comme le Sénégal et tout le reste. On a les forfaits étudiants. A-t-on des forfaits étudiants? Non. A-t-on des espaces Wi-Fi où je peux aller faire des recherches? Par exemple, nous qui sommes en fin de cycle, non. A-t-on, d'abord, avant de parler de tout ça, est-ce qu'on fait véritablement les cours de nouvelles technologies? On est dans un monde de mobilisation, de globalisation mondiale, de TIC? Non. Le système avec lequel les politiques publiques de l'éducation qu'on continue sont des politiques publiques dépassées et vestues. Et on vient nous parler des Gabon des services. Avec quel système éducatif? Oui, mais après, Karina, et puis, j'aimerais parler de... ce qu'a dit le ministre de l'enseignement supérieur sortant. C'est un homme politique, c'est pas un homme d'État. Qui disait justement qu'il devait s'assurer que pour la rentrée académique prochaine, je parle sous le contrôle du secrétaire général de l'UNEG, laissez-moi souffrir de m'écouter. Ils vont mettre justement des politiques en place pour permettre à ce que le e-learning soit effectif, oui ou non. Souffrez de m'écouter, Marvin, je n'ai pas fini. On va vous accorder. J'aimerais simplement dire qu'au Gabon, on n'a pas des hommes d'État, on a des hommes politiques. Le ministre, à peine arrivé, il prend des grandes mesures, entre guillemets. Okay. Il est sur sa nubie. Peut-être qu'il est content d'avoir été propulsé à ce poste. Combien de fois le ministre a fait le tour de l'établissement et des consultations nationales? Puisque c'est un secteur hyper en crise de l'étudiant. On prend des choses comme ça, on vient nous calquer ça. On parle du cas de la bourse. À quel moment? C'est à l'anniversaire de la belle Tibi. Tu l'as subi avec nous, Marvin. Nous, les leaders étudiantins, on est assis là. À l'anniversaire du Forum Ado. Voilà, à l'anniversaire du Forum Ado, qu'on découvre le nouveau DG de l'ANBG qui vient nous le dire en même temps. J'ai décidé avec mon équipe, e-bourse. Et en tant tenu qu'on n'a pas des espaces Wi-Fi dans les établissements, en tant tenu qu'il n'y a pas vraiment des cours d'informatique et tout le reste, en tant tenu qu'avant de lancer e-bourse, l'ancien DG avait suspendu les bourses très tôt pour ceux qui sont en recherche sur les fins des cycles, les anciens boursiers qui avaient encore besoin et qui continuent à faire cours. Non. On n'ira pas dans tous les sens, il y a beaucoup à dire là-dessus. L'Agence nationale des bourses du Gabon a ses responsabilités. Et parmi ces responsabilités, il n'existe pas justement le fait de nous donner Internet. Internet, c'est l'apanage de quelqu'un d'autre, j'ai envie de dire. Non, ils Alors, sont liés. Chantia Marielle Mouboga, est-ce que vous, en votre qualité d'étudiante, vous connaissez l'UNEG? Est-ce que vous avez une vue claire sur ce que cette institution fait? Avant tout ça, il faudra d'abord lui donner un plateau spécial parce qu'elle a tellement de choses à dire sur ça, c'est chaud. Bref, donc je viens sur l'UNEG. Moi, avant ce plateau télé-là, je ne savais pas que l'UNEG existait. D'abord, je pense qu'ils ne sont pas assez visibles. On est tous étudiants. On a tous besoin de savoir qu'on peut compter sur quelqu'un ou quelque chose. Donc, si il y a une institution comme ça, comme celle-là, tous les étudiants du Gabon devraient être en même de savoir que, en dehors des mutuelles qui parfois dans certaines écoles ou dans certaines écoles supérieures sont flemmardes, on peut aller se plaindre à la mutuelle et puis on se rend compte que les choses n'avancent pas. Donc, ce serait quand même bien que vous fassiez plus voir que ça.
pour que tous les étudiants sachent qu'on peut compter sur une institution comme celle-là déjà. Ensuite, j'aimerais savoir, jusque-là, l'UNEG, qu'est-ce que vous avez apporté aux étudiants? Parce que tout à l'heure, il parlait, et je l'écoutais vraiment, il parlait comme si c'était aussi un étudiant qui se plaignait. Oui, on n'a pas, la sécurité c'est compliqué dans les écoles. C'est vrai, il est étudiant, mais il est censé porter la voix des étudiants. Donc, je me rends compte que lui aussi se plaint, comme nous on se plaint. Tout naturellement. On se fie à qui en fait? On se plaint chez qui? Comment on se plaint? Qu'est-ce que vous faites pour essayer de résoudre les problèmes des étudiants? Monsieur Pedro Alu, un instant, s'il vous plaît, un instant. Monsieur Pedro Alu, vous êtes secrétaire général de l'UNEG, vous êtes étudiant, nous le savons. Ce n'est pas de votre ressort d'apporter les solutions des problèmes des étudiants, mais c'est de votre apanage de porter très haut comme ça, auprès de qui de droit, les inquiétudes, les interrogations des étudiants. J'ai envie de vous demander, est-ce que vos rapports avec le gouvernement sont cordiaux? Est-ce que vous êtes entendu? Ce n'est pas à l'Union nationale des étudiants du Gabon d'implémenter des projets au niveau de l'enseignement supérieur. On vous le concède. Par contre, notre institution doit servir de force de proposition, ce qu'elle est d'ailleurs. Vous comprenez? Maintenant, s'agissant des rapports avec la hiérarchie, ces rapports sont strictement professionnels. Si je peux aller quand même dans un jargon plus rigoureux, l'Union nationale des étudiants du Gabon est une fédération syndicale. Un syndicat, en principe, est un moyen de pression. Ça signifie, dans un mode de gouvernance bien déterminé, dans une gouvernance, vous avez des indicateurs qui vous disent là, il faut faire ceci, là, il faut faire cela. Okay. Mais ce ne sont pas ces mêmes indicateurs qui viennent implémenter les solutions qu'ils vous ont présentées. Le Gabon est une république bien organisée, qui fait en sorte que nous ayons un pouvoir exécutif qui est compétent pour implémenter les politiques publiques. Ça signifie que ce ne sont pas des propositions qui manquent. Effectivement, l'UNEG est là pour porter haut la voix des étudiants. Okay. Si nous constatons un manquement, nous le faisons. Lorsqu'une situation accablante, nous manifestons commodément sur ce point. Maintenant, est-ce que les choses avancent? Est-ce que nous sommes entendus? Nous estimons que nous sommes entendus d'abord. Nous sommes entendus. Maintenant, est-ce que les choses avancent? Très lentement. Ce qu'il faut reconnaître. Très lentement. Donc, il serait quand même judicieux pour le bien de la nation, pour le bien de l'étudiant gabonais, pour la bonne continuité de l'apprenant gabonais, d'accélérer le processus d'amélioration des conditions d'études dans nos établissements. Karina Ngolé, le micro est à vous. J'aimerais simplement dire que l'UNEG est une institution, je suis jurée, c'est un abus de langage, c'est une association et ça ne peut pas être un truc syndical parce que qui dit syndicalisme dit droit de travail, dit travailleur. Malheureusement, lorsqu'on a le statut étudiantin, on n'est pas travailleur. C'est une association et qui dit institution, il faut que le pouvoir en place vous compte et la Constitution qui est la reine-mère de toutes les lois vous reconnaisse. Déjà même la maison de la jeunesse, le CNJ reste au statut d'association. Ça veut dire ce que ça veut dire, la considération qu'on a pour la jeunesse au Gabon. J'aimerais simplement dire ici, l'UNEG, j'en fais partie des pères fondateurs. Ça s'appelait d'abord l'UMEG. C'était d'abord rien que pour les mutuelles. Après, on s'est dit qu'il faut élargir avec Nicolas Ondobam, Giovanni Yenga, Chrissy Sembi. Aujourd'hui, qu'ils ne sont plus dans la vie estudiantine, excusez-moi. Ensuite, il y a eu la vague de Dev, Sanga, Djura et tout le reste, Freidingom et avec leur génération. L'UMEG n'est pas là pour servir de porte-étendard ou porte-parole du ministère de l'enseignement supérieur ni des autorités en charge qui sont liées à l'enseignement supérieur. Ça, je m'inscris en fond. C'est quelque chose que tous les étudiants décrivent. L'UNMEG est là pour parler des problèmes des étudiants. C'est comme quoi? C'est-à-dire que si la mutuelle, elle est fragilisée de l'établissement, comme c'est qu'elle énonçait, il y a certaines mutuelles, certains présidents qui se disent, bon, si moi je parle fort, le directeur, par exemple, des écoles de mon établissement peut m'exclure, le recteur de ma faculté peut m'exclure, mais l'UMEG étant détaché de mon université, de mon établissement, a la capacité de relayer et servir d'appui
en arrière-plan avec le CNJ, parler de ce problème dans mon établissement, dans moi. Si je ne peux pas porter cela, par exemple, devant mon recteur ou mon directeur d'établissement. C'est ça un peu le rôle de l'UMEC. Lorsqu'on a créé l'UMEC, c'était pour mettre les garde-fous de l'étudiant. C'est-à-dire qu'une mutuelle, elle peut se dissoudre. On a vu aujourd'hui, on prend le cas de l'université Omar Bongo, ce président de la mutuelle a été imposé par le rectorat, l'ancien recteur sortant à la proportionnelle. Dans une université de plus de 3000 étudiants, à l'époque, on en a 40 000. Donc, le président des étudiants n'est plus censé défendre sa corporation, mais sa ligne. Donc, c'est dans cet élan qu'est née l'UNEC pour pouvoir défendre les étudiants et non aller faire des forces de propositions. Nous le savons tous, on va parler de l'organisation administrative. Un étudiant ne peut pas proposer de politique publique parce qu'il y a des spécialistes de politique publique dans ces ministères. On ne fait qu'aller énoncer les manquements et essayer de dire ça n'a pas marché. Est-ce qu'on fait cela? Dans notre pays, Marvin, il y a une spécialité. On prend des décisions sans associer les concernés, on les fait subir. Surtout dans le cas de la jeunesse, puisque 70%, on n'est même pas pris en compte de 30%. J'ai envie de dire surtout pas dans le cadre de la jeunesse, puisque le septennat actuel est axé sur la jeunesse. Oh là là, c'est un septennat de sacrifice pour la jeunesse. Et surtout que dans le cadre de la reprise des cours, vous avez eu des consultations avec le ministère de tutelle, j'ai envie de dire. Et actuellement, vous avez quelque chose à ajouter, M. Pedro Bam? En principe, Marvin, si vous me permettez, on peut quand même revenir. Si nous définissons les mots dans un sens univoque, on risque de ne pas se comprendre. Je fais sociologie politique, ce qui fait en sorte que nous pouvons mettre en évidence certains aspects, certains thèmes qu'on utilise en droit, qu'on utilise en anthropologie, qu'on utilise en histoire, mais avec des connotations différentes, pas très rigoureusement pareilles. Alors, une institution n'est pas forcément une institution étatique. Une institution devient étatique dès lors qu'elle est institutionnalisée par l'État au sein duquel elle évolue. L'UNEG est bien une institution. Le CNJ est une institution, mais ces associations ne sont pas institutionnalisées. Les associations sont des institutions. L'université Omar Bongo est une institution. Très clairement. Vous comprenez? Donc, dans ce sens-là, il y a une lecture qu'il faut avoir. Maintenant, s'agissant du fait que est-ce que l'UNEC devrait proposer, je dis oui. Il ne suffit pas seulement de présenter des manquements sans pourtant apporter des pistes de solutions. C'est très irresponsable à mon avis. Ce qu'il faut faire, c'est décrire certains manquements et présenter des pistes de solutions qui vous sont favorables. Maintenant, avec l'autorité de tutelle, vous pourrez voir dans quelle mesure implémenter la situation, implémenter la solution qui arrange tout le monde. C'est ce qu'il faut savoir. La gestion de la chose commune fait en sorte que ceux qui sont là devant puissent montrer la voie à suivre. On ne peut pas seulement dire ça ne va pas, ça ne va pas. Mais qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que vous préconisez? C'est ça la force de proposition. Personne n'a dit ici que l'UNEG était, comment dirais-je, un porte-étendard du moins. l'UNEG était ce canal par lequel le ministère de l'enseignement supérieur souhaite s'exprimer. S'agissant maintenant de ce qu'on entend par syndicat, je n'ai nullement mentionné ici que l'UNEG est un syndicat au sens dur du terme, puisque nous sommes tous conscients que le syndicat évolue dans la société civile et qu'il défend les intérêts de ses membres. Maintenant, dans cette logique-là, si on essaie un peu de comprendre, dans ce sens-là, l'UNEG qui défend les intérêts des étudiants, parce qu'ils sont dans une corporation bien déterminée. Tu vois, j'ai dit et je me répète, c'est une sorte de fédération syndicale, puisque, vous le savez, peut-être que nous ne l'avons pas, en France, il y a des syndicats étudiants. Et pourtant, ce ne sont pas des travailleurs. Donc, attention, limiter syndicat à la logique de travail selon la société civile, c'est très dangereux. Il faut faire une lecture plus magistrale des choses. Bon, si tu me parles ça, ce ne sont que des questions rhétoriques. Si tu n'importe qui pourra... Voilà. J'aimerais dire ici... Tu vas rebondir, on va... je rebondis d'abord. J'aimerais dire ici... Pour être une force de proposition, c'est ce qu'on reproche à ce système, dans ce soi-disant septennat de la jeunesse. Il faut qu'on associe la jeunesse au centre de la décision. Le président lui-même l'a dit. Vous voyez Marvin Noah, on a l'ancien ministre sortant. On a écrit beaucoup de courriers. Moi, je pense que j'ai trouvé les courriers de l'UMEC là-bas. J'avais discuté avec le décès de l'ancien ministre pour dire que l'UNEG est venu ici. Il m'a dit, l'UNEG a déposé des courriers, vous aussi déposez des courriers. Et moi, j'avais interpellé pour dire, mais il faut quand même appeler les leaders estudiantins
pour discuter avec. Lorsqu'on prend les politiques publiques, il y a un poème africain qui dit l'homme va être mieux écouter de la bouche du conteur. Et j'aimerais aller très loin. Ne peut se tenir sous un baobab que quelqu'un qui pisse debout parce qu'il connaît la fraîcheur du baobab. Mais vous allez proposer au ministre, on l'a tous fait, allez proposer au ministre. Ce qu'ils disent, le cahier des charges déposé. Lorsqu'ils prendront la décision, chez vous, je mets à défi quiconque. Il va vous écouter, oui, l'UNEG, oui, la sécurité, oui, vous avez raison. Mais lorsqu'il sera en conseil interministériel dans son ministère, il ne va pas appeler l'UNEG. Il ne va pas appeler les mouvements estudiantins, il ne va pas appeler les présidents de mutuelles. Mais il fera une chose, il va appeler l'UNEG pour dire le chef de l'exécutif a décidé ceci, c'est là, ce n'est pas moi, il va s'en dédouaner. C'est là où il y a un problème, le talent d'Achille de nos systèmes éducatifs. Il faut prendre en considération les propositions concerner les étudiants. Ce que l'enseignant dit, il a sa lecture de l'université. L'étudiant a sa lecture. Moi, ce que je dis aujourd'hui, je ne vais pas ici m'ériger pour tirer contre l'UNEG. Non, ce n'est pas ça mon objectif. C'est de faire comprendre au secrétaire général de l'UNEG ce que nous voulons. Ils ont dit c'est le secrétariat de la jeunesse, la charte africaine de la jeunesse, on a ratifié, on a dit les 30% des jeunes au centre de décision. Ces 30%, ce n'est pas seulement dans les institutions, c'est aussi depuis le lycée, depuis les bancs de l'université, là où on doit appeler les représentants des étudiants pour dire qu'on prend une politique nationale, une nouvelle politique nationale de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de l'enseignement général selon technique. Mais voici ce que nous on propose. Lui, il peut aller dire non. Aujourd'hui, au lieu de, par exemple, balancer seulement 500 millions, je prends un thème comme ça, dans la bibliothèque physique, mais aujourd'hui, on est dans le monde des TIC, il faut, par exemple, aussi nous créer une bibliothèque virtuelle. On peut échanger, on est dans un monde qui bouge. Moi, je peux être ici et discuter avec un autre étudiant de sociologie politique au Sénégal ou ailleurs. Ce sont des choses qui arrivent à grands pas, Karina Ngolé. Ce sont des choses qui arrivent à grands pas. Chancia Marielle Mouboga, nous sommes en compagnie de Karina Ngolé, qui est un leader estudiantin. Et nous sommes également avec M. Pedro Alu, qui est secrétaire général de l'UNEG. L'UNEG qui, aujourd'hui, ou je veux dire en ce moment, est dans un processus d'électorat, puisque le bureau actuel est sortant. Une réaction là-dessus, Chancia? Mon micro ne passait pas tout à l'heure. J'essayais de discuter un peu, mais bon, bref. Tout à l'heure, avant tout ça, ils sont les deux, la dame et le monsieur sur le plateau, en train de parler de l'UNEG, chacun de son côté. Je ne comprends plus rien. On dit, l'UNEG est là pour porter les problèmes des étudiants. L'autre dit, mais ah non, l'UNEG est là pour apporter des solutions. Je ne comprends plus en fait. C'est pas une même institution. Pourquoi est-ce qu'une personne parle de l'UNEG comme si on parlait d'une institution d'un autre pays et une autre on parle comme si on parlait d'autre chose? Essayez de me dire en fait, c'est quoi l'UNEG? Je comprends plus. C'est quoi les rôles? On fait quoi? On fait qui fait quoi? On fait quoi? Ou bien? Bon, déjà, M. Marvin, vous avez si bien présenté au début que nous avons en face Mademoiselle Karina Ngolé qui aujourd'hui pilote le mouvement étudiant conscient, désormais reconnu par la société civile, et l'Union nationale des étudiants du Gabon, qui est cette plateforme estudiantine qui fédère toutes les mutuelles et les associations de notre pays. Ces missions sont simples, c'est comme vous l'avez entendu. En principe, nous ne voulons pas qu'on puisse nous appeler lorsque le ministre est déjà en concertation avec ses pairs. Pas du tout. Okay. Il faut favoriser le principe de participation. Ça signifie quoi? Associer les concernés à la prise de décision qui s'applique à eux. C'est ça le principe de participation. Si déjà nous participons lorsqu'il s'agit de mettre en place certains travaux au niveau du ministère, nous faisons nos propositions, les propositions qui arrangent la communauté scientifique de notre pays, le travail est fait et il se limite là. Ce que nous attendons simplement, c'est que les choses puissent être implémentées. La mise en place de ce qu'on a décidé. À l'heure actuelle, je vous dis, depuis environ 3 semaines, il y a des travaux qui se font sur le statut social de l'étudiant. L'UNEG est dessus avec les mutuelles estudiantines, au secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur. Ça signifie qu'on va refonder la gestion estudiantine. On est en train de la refonder d'ailleurs. Parce que l'étudiant gabonais a un statut particulier. Et actuellement, on est en train de le construire. L'idéal, du moins ce que nous souhaitons, c'est qu'après ce travail ardu,
on puisse implémenter les résolutions qui seront actées. Vous voyez, c'est là la question. L'UNEG n'est pas dans le pouvoir exécutif. On n'est pas là pour exécuter les projets. Vous voyez? Donc, je rappelle bien, pour qu'il ne puisse pas avoir assez de confusion, je représente l'Union nationale des étudiants du Gabon. Je suis secrétaire général du bureau sortant et je profite de cette occasion pour dire que nous sommes dans une phase électorale. Le processus électoral a été lancé il y a précisément 2 semaines. Ok. Ça signifie, selon les textes de l'UNEG, on devrait aller aux élections chaque 2 ans. Qui peut voter, qui doit voter, comment ça se passe? Donnez-nous les Très bonne question, très bonne question. Ceux qui votent sont les membres de l'Assemblée générale. Qui ont de l'Assemblée générale? Les mutuelles estudiantines, les associations estudiantines. Okay. Donc vous comprenez que tout de suite là, ceux qui votent, ce sont les mutuelles et les associations. Maintenant, il y a des normes qui sont définies par la commission électorale. Et cette commission est mise en place en Assemblée générale de l'UNEG. Donc, elle se compose de façon collégiale. Le bureau directeur convoque une assemblée générale, signifie une assemblée qui regroupe toutes les mutuelles et les associations. Et nous disons, voilà, il faut aller en élection, mettez en place une commission électorale. Donc elle se construit là pour la circonstance. Et c'est la commission électorale qui fixe les conditions d'éligibilité plus rigoureuses, pas les conditions premièrement prises par les textes en vigueur. Elle met en place des modalités. Et dans le cas d'espèce, nous sommes déjà dans la seconde phase de l'élection. Pour dire que les listes des candidatures ont déjà été arrêtées. Nous avons publié des listes. Okay. Et actuellement les candidats sont en campagne. Et si le processus est bien fait, comme il est en train d'être fait à l'heure actuelle, ce qui est sûr, c'est que le 24, nous allons sanctionner par l'élection et l'installation du prochain bureau directeur. Et nous aurons un nouveau bureau pour que les choses aillent encore de mieux en mieux. Mais c'est bien ce que vous faites, hein. Ça veut dire que, Chancia, si vous permettez, Chancia, ça veut dire que les gars, ils ont en eux ce sentiment d'alternance, de vouloir bien faire les choses, de mettre de nouveaux visages, de nouvelles impulsions. C'est très bien, c'est très bien. Pourquoi est-ce qu'on un moment, Chancia, tu réagis là-dessus? Pourquoi on parle d'élections quand les listes sont closes? Pardon? Pourquoi est-ce qu'on vient parler d'élections sur un plateau alors que les listes sont closes? Les listes de candidatures, il faut bien candidater pour une élection. Il faut candidater. Personne ne s'oppose à l'UMEG. Pourquoi? Je vais bien expliquer l'historique de l'UNEG, comment l'UNEG est né. Et que... Oui, mais Karina, aujourd'hui, vous n'êtes plus... Oui, non, c'est là, je suis démocrate. Le représentant, il est là. Non, souffrez de m'écouter. J'étais dans le bureau fondateur. En bonne démocrate, il faut bien passer le flambeau. Mais le mouvement étudiant conscient est affilié à cette plateforme. Moi, ce serait pas bien vu que moi qui étais dans le bureau, je vous ai cité le père fondateur, sous Nicolas Ndobam, après il a laissé à Junior Makoti, Giovanni Yenga, Chrissy Sembi, que moi je sois encore dans le bureau de Pedro Alioubam. Je ne suis pas Henri Lopez à l'Union africaine qui veut toujours être le représentant de la jeunesse éternellement. Non, c'est pour dire à Chancia, le mouvement est affilié à l'UNEG. C'est-à-dire que tous les mouvements estudiantins, peu importe la coloration, la corporation, doit être parmi les grands électeurs de l'UMEG. Et on a étendu, parce que dans les statuts qu'on avait réécrits, on a dit même l'étudiant qui est porteur, qui veut s'exprimer, est affilié à l'UNEG. Il peut aller assister à l'Assemblée générale et participer. Mais sauf que moi je dis, avec étudiants conscients, je n'ai pas que l'UNEG. Aujourd'hui, j'ai Relais Jeunesse. Étudiants conscients affiliés, j'ai le Paris, j'ai beaucoup de trucs, on travaille à la société. Vous êtes toujours dans l'UNEG. Mais c'est pour dire, Chancia, on différencie. Vous êtes toujours dans l'UNEG, ma question. Non, le mouvement est affilié à l'UNEG. Mais moi, Karina Ngolet, je ne peux plus être dans le bureau de l'UNEG parce que j'étais là-bas en tant que représentant du département juridique de l'UNEG. Et c'est bien compris. Alors, Chancia, et toi, je t'invite, tu peux y aller candidater, parce que moi, j'ai fait mon temps à l'UNEG. C'est très bien compris et ce temps est révolu. Chancia Marielle, nous fermons cette émission. Un mot de fin, s'il vous plaît. J'espère que l'UNEG va se faire plus remarquer parce que beaucoup d'étudiants ne sont pas au courant de cette institution qui sont milités pour nous. Donc, essayez de vous faire voir un peu plus. Et les étudiants, allez-y vous plaindre.
C'est bien compris. Karina Ngolé, vous étiez avec nous et nous vous en remercions. J'aimerais simplement dire que la jeunesse est le piédestal et le fer de lance d'un État. Léopold Senghor, c'est l'un des présidents que j'ai bien aimé, l'un des pionniers. Il fait partie du panafricanisme dont j'aime bien. Okay. Il disait un général d'armée ne vaut pas mieux qu'un étudiant. Un étudiant vaut mieux qu'un général d'armée. C'est d'ailleurs la devise du mouvement étudiant conscient dont je suis la présidente. C'est pour dire que nous, les étudiants, nous valons mieux. À nous-mêmes de nous valoriser, à nous-mêmes de nous lever, de nous battre pour nos droits, nos devoirs, mais aussi de proposer, de nous imposer et de demander. Moi, j'interpelle nos dirigeants pour dire les 30%, à quel niveau les 30% des jeunes sont des décisions, à quel niveau l'application de la charte africaine de la jeunesse, à quel niveau le pacte, le mandat, le septennat de la jeunesse, on ne ressent rien. À quel niveau toutes ces politiques. À quel niveau la responsabilité des jeunes, puisque lorsqu'ils sont aux affaires, ils passent leur temps à voler des milliards. Non, on ne parle pas des jeunes. C'est une question que je vous posais. Un jeune de 50 ans n'est pas jeune. Quand la responsabilité des jeunes, Karina, on va s'arrêter là. Monsieur Pedro, cette émission va se terminer avec vous. Écoutez, Marvin, le président sénégalais, Maître Abdoulaye Wade, l'ancien président sénégalais, j'ai envie de dire, disait avec raison, dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel peuple tu seras. Je pense que la jeunesse gabonaise, en principe, est devant son destin, en principe. Elle a son destin devant elle. Ça signifie que nous devons prendre des décisions historiques qui vont améliorer nos conditions d'existence demain. Okay. La jeunesse gabonaise en général et le monde estudiantin en particulier. S'agissant de l'UNEG aujourd'hui, il faut reconnaître que toutes les forces vives de la communauté estudiantine doivent se mobiliser pour faire entendre leur voix. Il ne s'agit pas simplement de laisser le bureau directeur de l'association piloter la chose, mais tout le monde doit se mobiliser, à quelque niveau que ce soit. Tout le monde doit se mobiliser de telle sorte que la voix de l'étudiant gabonais, je parle là de l'étudiant gabonais, soit entendue. Et que nous puissions améliorer nos conditions d'études. C'est ça la grande question à l'heure actuelle. Maintenant, c'est comme je l'ai dit, nous allons faire d'une pierre deux coups. On a été invité à ce plateau pour parler de l'Union nationale des étudiants du Gabon. Et la mobilité estudiantine dans l'arène internationale. Pourquoi nos étudiants sortent de plus en plus? Nous avons largement abordé ces deux questions. Maintenant, je mets en évidence le processus électoral qui est actuellement en ébullition au sein de notre association. Okay. Il faut reconnaître que le 13 octobre dernier, la commission électorale de l'Union nationale des étudiants du Gabon a mis en place un programme électoral qui sera sanctionné le 24 octobre par le vote. Donc nous demandons déjà à tous les présidents des mutuelles, tous les présidents des associations estudiantines qui se font plus remarquer même que des mutuelles, à l'instar du mouvement étudiant conscient, de se mobiliser et d'apporter leur pierre angulaire à l'édifice. Car la démocratie, au sens large du terme, est un idéal commun sans cesse à construire. Et cela en dépend vraiment de nous. À défaut, personne ne le fera pour nous. Merci. Merci M. Pedro Alu. Nous étions avec M. Pedro Alu, secrétaire général de l'UNEG. Nous étions avec Karina Ngolé, ce leader-là qui continue de se battre comme elle peut pour améliorer les conditions de vie des étudiants. Nous étions également avec Chancia Marielle Muboga qui fait du droit des affaires à l'université. Merci d'avoir regardé cette émission. Les questions liées à la jeunesse sont toujours houleuses. Il y a toujours beaucoup de choses à dire et c'est un peu ça. Merci de nous avoir regardés. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro sur ce. Que Dieu bénisse les enfants d'Afrique.